Deuxième partie, jour de fermeture. Chapitre 8, premier regard sur l'Overlook. Maman était inquiète. Elle avait peur que la coccinelle, à force de monter et descendre toutes ces montagnes, ne finît par rendre l'âme, et que resté en panne au bord de la route, il ne se fît écharper par quelque chauffard. Danny, lui, était plus optimiste. Si papa croyait que la coccinelle pouvait faire ce dernier voyage, c'est qu'elle devait en être capable. « Nous sommes presque arrivés, dit Jack. Wendy écarta les cheveux de ses tempes. Dieu soit loué. Elle portait sa robe bleue, celle que Danny préférait. Son col marin lui donnait un air très jeune, un air de collégienne. Papa s'amusait à lui mettre la main sur la cuisse, et rieuse, elle l'enchâssait, disant « Va-t'en, mouche !» Danny n'avait jamais vu de montagne aussi impressionnante. Papa les avait pourtant emmenés un jour voir les Flatiron, près de Boulder. Mais ces montagnes-ci étaient encore beaucoup plus grandes, et les pics les plus élevés étaient saupoudrés de neige. Papa avait dit que souvent la neige restait là toute l'année. Le cirque les entourait de toutes parts. Ils étaient vraiment emprisonnés dans la montagne. Des parois abruptes s'élançaient vers le ciel, si hautes que l'on distinguait à peine leur sommet, même si l'on passait la tête par la portière. Quand ils avaient quitté Boulder, il faisait chaud, au moins 25 degrés, mais ici, bien qu'il fût midi, le fond de l'air était frisquet, comme au mois de novembre de Vermont, et papa avait mis le chauffage, si on pouvait appeler ça un chauffage. Ils avaient dépassé plusieurs panneaux annonçant « Chute de pierre ». Maman les lui avait lus, mais Danny n'avait pas encore vu tomber une seule pierre, bien qu'il eût ouvert l'œil. Une demi-heure auparavant, ils avaient lu sur un autre panneau « Col de Sildenwinder ». Papa avait dit que ce panneau-là était très important, parce qu'il marquait l'endroit où s'arrêtaient les chasse-neige en hiver. Au-delà, la pente devenait trop raide pour eux, et la route était donc bloquée par la neige à partir du petit village de Sildenwinder qu'ils venaient de traverser, jusqu'à Buckland, dans l'Utah. Ils arrivaient à hauteur d'un autre panneau. « Que dit celui-là, maman ?» Il dit « Véhicule lent, serré à droite. » Celui-là est bien pour nous. « La coccinelle tiendra bon, » affirma Danny. Tout à coup, sur leur droite, la paroi rocheuse plongea à pic, découvrant une vallée découpée en dents de scie, aux flancs tapissés de pins et de sapins, et dont le fond semblait s'enfoncer sans fin dans le roc. Les pins descendaient jusqu'à des falaises grises qui tombaient à la verticale sur plusieurs centaines de mètres avant de rejoindre des pentes plus douces. Du haut de l'une de ces falaises dévalait une cascade dans laquelle la lumière de ce début d'après-midi étincelait comme un banc de poissons rouges pris dans les mailles d'un filet bleu. Wendy trouvait ces montagnes belles, mais implacables. Un sombre pressentiment lui serrait la gorge. Plus à l'ouest, dans la Sierra Nevada, une équipe d'alpinistes, les donneurs, s'était trouvée prise dans la neige et avait dû recourir au cannibalisme pour survivre. Oui, c'étaient des montagnes redoutables qui devaient punir sans pitié la moindre défaillance. Embrayant brusquement, Jack passa la première pour entamer la montée. La coccinelle attaqua courageusement la côte. Le moteur se mit à cogner, mais ne cala pas. « Tu es sûr qu'ils ont stocké assez de provisions ?» demanda Wendy, l'esprit préoccupé par le sort des donneurs. « C'est ce qu'Ullman m'a affirmé. Il veut que tu vois ça avec Halloran, le cuisinier. »« Oh !» dit-elle d'une voix blanche. La vitesse au compteur avait encore baissé, de 20 à 15 km à l'heure. « Voilà le col, dit Jack, désignant de la main une brèche qui s'ouvrait dans la montagne à 500 mètres devant eux. On va s'arrêter au belvédère pour laisser refroidir le moteur. De là, on pourra voir l'hôtel. » L'aiguille du compteur de vitesse tomba encore à 10 km à l'heure, et le moteur commençait à avoir des ratés, juste au moment où Jack quitta la route pour se garer. « Allons-y, dit-il, descendant de voiture. Ils se dirigèrent ensemble vers le garde-fou. « C'est là-bas, dit Jack, indiquant le sud de son doigt. Devant ce paysage, Wendy découvrit la vérité du cliché littéraire. Elle eut le souffle littéralement coupé par tant de splendeur. Il se trouvait près du sommet d'une des montagnes. En face, qui pourrait dire à quelle distance, un pic encore plus haut s'élançait dans le ciel, sa cime déchiquetée auréolée par le soleil à son déclin. En bas s'étalait le fond de la vallée. La dégringolade des pentes que la coccinelle avait eu tant de peine à gravir était tellement vertigineuse que Wendy s'interdit d'y plonger trop longtemps le regard, de peur d'être prise d'étourdissement ou de nausée. C'était comme si l'imagination, ses forces décuplées au contact de l'air pur, avait secoué le joug de la raison. Il lui suffisait de jeter un coup d'œil dans l'abîme pour s'y voir déjà précipiter la tête la première, tournoyant lentement comme dans un kaléidoscope, cheveux flottants, jupe gonflée en parachute, un cri sans fin montant de sa gorge vers les nuages comme un ballon paresseux. Faisant un effort sur elle-même, elle réussit à détacher ses yeux du précipice et regarda dans la direction que Jack désignait du doigt. » Elle pouvait apercevoir la route qui, cramponnée au flanc de cette flèche de cathédrale,
poursuivait, mais par des pentes moins raides, sa montée en lacet vers le nord-ouest. Plus haut encore, serti dans la montagne comme un joyau, l'Overlook, au milieu de son carré de gazon émeraude, se détachait sur un fond de sapin. En l'apercevant, elle retrouva son souffle et sa voix. « Oh, Jack, comme c'est magnifique !»« Oui, c'est vrai, dit-il. Ullman prétend que c'est le plus beau site de l'Amérique. Même si je n'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, je dois reconnaître que pour une fois... Danny, qu'est-ce qu'il y a ?» La peur arracha aussitôt Wendy à sa contemplation, et elle chercha Danny du regard. L'apercevant cramponné au garde-fou, elle se précipita vers lui et s'agenouilla à son côté. Blanc comme un linge, il fixait l'autel du regard vide de quelqu'un qui est sur le point de s'évanouir. Elle le prit par les épaules. « Danny, qu'est-ce que tu as ?» Jack était accouru lui aussi. « Ça ne va pas, prof ?» Il le secoua vigoureusement, et le regard de Danny s'éclaircit. « Ça va, papa, je n'ai rien. »« Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Wendy. « Tu as eu le vertige, mon lapin ?»« Non, je réfléchissais, c'est tout. Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous faire peur. » Il regardait ses parents agenouillés devant lui et leur souriait d'un air perplexe. « C'était peut-être le soleil, je l'avais en plein dans les yeux. »« Nous allons t'emmener à l'hôtel et te donner un verre d'eau, dit papa. »« Ok. » La coccinelle, plus confiante maintenant que la pente se faisait moins raide, reprit sa montée, et pendant qu'elle grimpait, Danny, assis entre ses parents, n'arrêta pas de regarder par la fenêtre. De temps à autre, la route se dégageait, leur laissant apercevoir l'Overlook dont les fenêtres de la façade étincelaient au soleil. C'était bien le bâtiment qu'il avait aperçu dans le blizzard de son rêve. C'était dans ces longs couloirs sonores, tapissés d'une moquette à lianes, qu'il avait fui le monstre à l'allure familière. C'était l'endroit contre lequel Tony l'avait mis en garde. Il n'existait donc pas qu'en rêve, c'était vers lui qu'il se dirigeait maintenant, et trop mal l'y attendait. Chapitre 9. Premier contact. Ullman les attendait derrière la grande porte d'entrée de style 1900. Il serra la main de Jack, mais se contenta de saluer Wendy de la tête. Il n'avait pas dû apprécier l'effet qu'elle avait produit en pénétrant dans le hall, car avec son opulente chevelure dorée que la simplicité de la petite robe bleu marine mettait si bien en valeur, elle ne passait pas inaperçue. La robe s'arrêtait pudiquement à 4 centimètres au-dessus du genou, mais on n'avait pas besoin d'en voir davantage pour savoir qu'elle avait de belles jambes. Ullman ne semblait éprouver de véritable sympathie que pour Danny. Ullman s'inclina légèrement et tendit sa main à Danny, qui la prit d'un air sérieux, sans sourire. « Mon fils, Danny, dit Jack, et mon épouse, Winifred. »« Je suis heureux de faire votre connaissance, dit Ullman. Quel âge as-tu, Danny ?»« 5 ans, monsieur. »« Tu as 5 ans, et tu dis déjà monsieur ?» Ullman sourit et jeta un coup d'œil à Jack. « Il est bien élevé. »« Très bien élevé, renchérit Jack. »« Madame Torrance ?» Il s'inclina de nouveau et Wendy lui tendit la main d'un air indécis, se demandant s'il n'allait pas la lui baiser. Mais il se contenta de la serrer rapidement entre les siennes, qui étaient si sèches et lisses qu'elle pensa qu'il devait se les poudrer. Le hall de l'hôtel était devenu le théâtre d'une activité fiévreuse. Pas un des fauteuils vieillots à dossier montant qui ne fût occupé. Les chasseurs allaient et venaient, chargés de valises, et on faisait la queue devant le bureau de la réception où trônait une énorme caisse en cuivre que des autocollants de cartes de crédit Bank Americard et Master Charge rendaient encore plus anachroniques. « C'est le dernier jour de la saison, déclara Ullman. « Ah, ces jours de fermeture, toujours frénétiques. Je ne vous attendais qu'à 3 heures, monsieur Torrance. Oui, je voulais laisser à notre Volkswagen le temps de faire sa crise de nerfs, si l'envie lui en prenait. Mais elle a choisi d'être raisonnable. »« Quelle chance, dit Ullman. Je vous ferai faire le tour de l'hôtel tout à l'heure, et Dick Halloran montrera la cuisine à Mrs. Torrance. Mais pour l'instant, je crains que... » Un des caissiers de l'hôtel s'était approché d'eux et essayait d'attirer l'attention de M. Ullman. « Excusez-moi, M. Ullman. »« Eh bien, qu'y a-t-il ?»« C'est Mrs. Brandt, dit le caissier très gêné. Elle refuse de payer sa note autrement que sur l'American Express. Je lui ai bien dit que ça faisait 1 an que nous n'acceptons plus les cartes American Express, mais elle ne veut rien savoir. » Il regarda la famille Torrance, puis Ullman, et haussa les épaules. « Je vais m'en occuper. »« Merci, monsieur Ullman. » Le caissier regagna son bureau, où une énorme Vigaro fagotée dans un long manteau de fourrure et un boa de plumes noires clamait son indignation. « Je vous prie de m'excuser, dit Ullman. » Ils le regardèrent traverser le hall et aborder respectueusement Mrs. Brandt, qui dirigea aussitôt ses foudres sur lui. Il l'écouta d'un air compréhensif, en hochant la tête, puis lui dit quelque chose à son tour, et Mrs. Brandt, d'un air triomphant, se tourna vers le malheureux caissier, à qui elle lança d'une voix perçante. « Grâce à Dieu, tous les employés de cet hôtel ne sont pas des incapables. » Ullman, qui arrivait à peine à la hauteur de l'épaule de Mrs. Brandt, lui offrit le bras et ils s'en allèrent ensemble, sans doute vers son bureau personnel.
Bigre, dit Wendy en souriant. Voilà un type qui connaît son métier. Regardez le paysage, dit Jack. Oui, c'est magnifique. Regarde Danny. Mais Danny ne trouvait rien de très excitant à ce paysage. Il n'aimait pas les hauteurs, elles lui donnaient le vertige. Au-delà du grand porche qui courait le long de la façade, une pelouse magnifiquement entretenue, avec à droite un petit terrain d'entraînement pour les golfeurs, descendait vers une piscine rectangulaire, au bout de laquelle se dressait un panneau sur trépied où il était écrit « Fermé ». C'était avec stop, sortie et pizza, quelques autres, l'un des rares panneaux que Danny savait lire tout seul. Au-delà de la piscine, un chemin de gravier serpentait parmi des plantations de jeunes pins, de sapins et de trembles. Danny aperçut un autre panneau plus petit, qui ne figurait pas dans son répertoire. Il comportait une flèche et le mot « rock ». « Papa, qu'est-ce que c'est R-O-Q-U-E » C'est un jeu, répondit Jack, semblable au jeu de croquet, mais le court est fermé sur les 4 côtés comme une immense table de billard, et il est recouvert non pas de gazon mais de gravier. C'est un jeu très ancien, Danny. Il y a quelquefois des tournois ici. Et on le joue avec un maillet de croquet? Le maillet ressemble à celui du croquet, oui, mais le manche est un peu plus court, et les 2 côtés de la tête sont différents, l'un est en caoutchouc très dur et l'autre en bois. Sors de là, petit merdeux. Et ça se prononce rock, dit papa. Je t'apprendrai à y jouer si tu veux. Je verrai, répondit Danny d'une petite voix atone qui laissa ses parents perplexes. Je ne suis pas sûr que ça me plaira. Eh bien, si ça ne te plaît pas, prof, tu n'es pas obligé de jouer, d'accord? D'accord. Est-ce que les animaux te plaisent au moins demanda Wendy. Ils sont taillés dans les buis. Au-delà du chemin qui menait au cours de roc, on avait aménagé une buissaie dont les arbustes étaient taillés en forme d'animaux. Danny, qui avait de bons yeux, reconnut un lapin, un chien, un cheval, une vache, ainsi qu'un trio de bêtes plus imposantes qui ressemblaient à des lions gambadant. Tu vois, Danny, au fur et à mesure que le buis pousse, les formes se perdent, et il faudra que je les tonde 1 ou 2 fois par semaine jusqu'à ce que le froid arrête leur croissance. Il y a aussi un terrain de jeu, dit Wendy. Tu as vraiment de la chance, mon lapin. Le terrain de jeu qui se trouvait derrière la buissaie comportait 2 toboggans, une demi-douzaine de balançoires de diverses hauteurs, un jeu d'échelle, un tunnel en anneaux de béton, un bac à sable et une petite maison qui était la réplique exacte de l'Overlook. « Ça te plaît, Danny » demanda Wendy. « Et comment » dit-il, simulant l'enthousiasme qu'il aurait voulu éprouver. « C'est très chouette. » Danny ne connaissait pas encore le mot « isolement », mais c'était bien celui qu'il cherchait pour exprimer le sentiment que lui faisait éprouver cet endroit. En bas, très loin, étendu au soleil comme un long serpent noir en train de faire un somme, la route, qui allait être fermée pendant tout l'hiver, sans aller vers Boulder par le col de Sinwinder. Rien que d'y penser, Danny en eut la gorge serrée, et il sursauta lorsque son père posa sa main sur son épaule. « J'irai te chercher un verre d'eau dès que je le pourrai, prof. Pour l'instant, ils sont débordés. »« Oh, bien sûr, papa. » Danny se glissa entre ses parents qui s'étaient assis sur un petit canapé et regarda les clients quitter l'hôtel. Il était content de voir que papa et maman étaient heureux et qu'ils s'aimaient, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu inquiet. C'était plus fort que lui. Chapitre 10. Aloran. Le cuisinier ne correspondait pas du tout à l'image que se faisait Wendy du chef d'un grand hôtel. D'abord, le terme cuisinier n'était pas celui qui convenait, il était trop terre à terre. La cuisine, c'était ce qu'elle faisait quand elle jetait tous les restes dans un plat en pyrex graissé et y ajoutait des nouilles. Le chef d'un établissement comme l'Overlook, qui faisait de la réclame dans les pages touristiques du New York Sunday Times, devait être un petit bonhomme rond, au teint blafard et aux yeux noirs. Il devait avoir de petites moustaches retournées en gros, comme une vedette de comédie musicale des années 40, un accent français et un sale caractère. Du stéréotype, Aloran n'en avait que les yeux. C'était un grand noir dont les cheveux coupés en afro commençaient à blanchir. Son parler avait de douces inflexions traînantes du sud, et il riait pour un rien, découvrant des dents trop blanches et trop régulières pour être autre chose qu'un râtelier Sears and Roebuck style 1950. À la vue de ce géant en serge bleu, Danny avait ouvert de grands yeux, mais quand Aloran, sans plus de cérémonie, l'avait pris dans ses bras et l'avait installé confortablement dans le creux de son bras, il avait souri. « Tu ne vas quand même pas passer l'hiver ici ?» lui dit Aloran. « Mais si » répondit Danny avec un sourire timide. « Non, tu vas venir avec moi à St. Peter's. Je t'apprendrai à faire la cuisine, et tous les soirs tu iras chercher des crabes sur la plage, d'accord ?» Tout en se tortillant de rire malgré sa timidité, Danny fit non de la tête. Aloran le posa par terre. « Si tu veux changer d'idée, dit Aloran en se penchant gravement sur Danny, tu as intérêt à te dépêcher. Dans 30 minutes, je me mets au volant de ma voiture.
Et dans 2 heures et demie, je suis à la porte 32, Hall B, de l'aéroport de Stapleton, à Denver, dans le Colorado, à 5280 pieds d'altitude. 3 heures plus tard, je me retrouve à Miami. Je loue une voiture et je prends la route de Saint-Peters. Là, j'enfile mon maillot, je m'allonge au soleil et je ris dans ma barbe en pensant aux pauvres diables qui sont restés coincés là-haut dans la neige. C'est pas beau, mon petit? Oh oui, monsieur, dit Danny, souriant toujours. Alors Anne se tourna vers Jack et Wendy. Il est chouette, votre fils. Oui, pas mal, dit Jack. Il lui tendit la main et alors Anne la saisit. Je suis Jack Torrance. Voici ma femme, Winifred, et Danny, que vous connaissez déjà. Je m'en félicite. Madame, comment vous appelle-t-on? Winnie ou Freddy? On m'appelle Wendy, dit-elle en souriant. Ah oui, c'est mieux. Je préfère ça. Voulez-vous venir par ici? Monsieur Ullman veut que je vous fasse les honneurs de la cuisine, et c'est ce que je vais faire. Et secouant la tête, il ajouta tout bas. Quel soulagement de ne plus le voir, celui-là. Wendy n'avait jamais vu de cuisine aussi grande que celle dans laquelle Halloran les fit pénétrer. Elle s'y promena à ses côtés, tandis que Jack, qui se sentait hors de son élément, restait en arrière avec Danny. Des casseroles en inox de toutes sortes recouvraient tout un mur de haut en bas. La planche à pain était aussi grande que la table de cuisine de leur appartement de Boulder. L'évier avait 4 bacs. Une étonnante collection de couteaux, suspendus au porte-couteaux à côté de l'évier, rassemblait tout ce qui sert à couper, du simple épluchoir jusqu'au hachoir à 2 manches. « J'ai l'impression qu'il faudra que je marque mon chemin ici avec des miettes de pain chaque fois que je viendrai ici, dit Wendy. « Oh, ne vous laissez pas trop impressionner, répliqua Halloran. Elle est grande, mais ce n'est qu'une cuisine. Vous n'aurez jamais à toucher à la plupart des affaires. Tout ce que je vous demande, c'est de la tenir propre. Voici la cuisinière dont je me servirais si j'étais vous. Il y en a 3, mais celle-ci est la plus petite. » La plus petite, se disait Wendy, découragée rien qu'à la voir. Elle comportait 12 brûleurs, 2 fours ordinaires, un four à pain, un bain-marie pour faire mijoter les cassoulets et tenir les sauces au chaud, un grille, un chauffe-plat, sans parler de nombreux boutons, thermostats et cadrans lumineux. Je vous ai dressé un inventaire des provisions. Vous l'avez vu là-bas, à côté de l'évier? Le v'là, maman. Danny lui apporta 2 feuilles de papier, couvertes recto-verso d'une écriture serrée. Bravo, mon petit, dit Halloran, qui lui ébouriffa les cheveux et lui prit les feuilles. Tu es sûr que tu ne veux pas m'accompagner en Floride? Tu ne veux pas apprendre le secret des crevettes à la créole? Plaquant ses mains contre sa bouche pour étouffer son rire, Danny s'enfuit vers son père. Il doit y avoir de quoi vous nourrir tous les 3 pendant 1 an, dit Halloran. Le garde-manger, la chambre froide, le cellier à provisions et les 2 réfrigérateurs sont pleins à craquer. Venez que je vous montre. Il fallut une bonne dizaine de minutes à Halloran pour ouvrir toutes les portes et soulever tous les couvercles, découvrant des quantités de nourriture comme Wendy n'en avait jamais vu. Cette abondance l'étonnait, mais ne la rassurait qu'à moitié. Non parce qu'elle eut encore peur du cannibalisme à la donneur, avec tant de victuailles, il faudrait un bon moment avant qu'ils n'en soient réduits à se manger les uns les autres, mais elle eut une conscience plus aiguë de leur isolement. Une fois que la neige se serait mise à tomber, ce ne serait pas une mince affaire de les sortir d'ici. Il ne serait plus question de prendre la voiture pour se retrouver à Sinwinder 1 heure plus tard. Comme des personnages de contes de fées, ils allaient rester prisonniers de la neige pendant tout un hiver, condamnés à habiter ce grand hôtel désert, à se nourrir des provisions qu'on leur avait laissées et à écouter le vent hurler autour des toits. Dans le Vermont, quand Danny s'était cassé le bras, quand Jack lui avait cassé le bras, elle avait appelé l'équipe Medix qui s'occupait des urgences. Il avait suffi de composer le numéro écrit sur la petite carte à côté du téléphone pour que 10 minutes plus tard, il soit là. Une voiture de police aurait mis 5 minutes pour venir, et aux pompiers qui avaient leur caserne dans une rue voisine, il en aurait fallu que 2. D'autres numéros de téléphone utiles figuraient sur la petite carte, ceux de l'électricien, du plombier, et évidemment celui du réparateur du poste de télé. Mais ici, que ferait-il si Danny s'évanouissait et avalait sa langue? Oh mon Dieu, quelle idée! Ou si l'hôtel prenait feu? Ou si Jack tombait dans la cage de l'ascenseur et se fracturait le crâne? Ou si nous passions un excellent hiver? Veux-tu te taire, Winifred? Dans la chambre froide où Halloran les conduisit ensuite, ils avaient l'impression que l'hiver était déjà arrivé. Leur souffle faisait des bulles comme dans les bandes dessinées. Il leur montra 12 sacs en plastique qui contenaient chacun 5 kilos de viande hachée, ainsi qu'une dizaine de boîtes de jambon entassées comme des jetons de poker. Au crochet planté dans les murs lambrissés, on avait suspendu 40 poulets, et en dessous 10 rôtis de bœuf, 10 rôtis de porc et un quartier de mouton. « Tu aimes le gigot, prof ?» lui demanda Halloran, un sourire aux lèvres. « Oh oui, j'adore !» répondit Danny sans hésitation. Il n'en avait jamais mangé. « Oh, je savais que tu l'aimais. Par une nuit d'hiver, rien ne vaut 2 bonnes tranches de gigot avec un peu de gelée à la menthe. Et nous avons aussi de la gelée à la menthe. Le gigot est ce que j'appellerais une viande pacifique. Il vous calme les intestins. »« Comment savez-vous que nous l'appelons prof ?» demanda Jack tout à coup, intrigué. Alors Anne se retourna. « Pardon ?»
Quelquefois nous l'appelons prof, nous aussi, comme le personnage des bandes dessinées de Bugs Bunny. Bon, il a bien l'air d'un prof, moi je trouve. Il imita la grimace du grand Bugs et reprit sa formule rituelle. Eh bien, quoi de neuf, prof? Danny éclata de rire, et alors Anne lui répéta sa question, mais autrement. Tu es sûr que tu ne veux pas venir en Floride avec moi? Danny avait parfaitement entendu chaque parole. Très étonné et même un peu effrayé, il interrogea alors Anne du regard, récoltant pour toute réponse un clin d'œil complice. Ici, dans cette huche, vous avez 30 pains blancs et 30 pains noirs. À l'Overlook, pas de discrimination contre les pains de couleur, voyez-vous. Je sais qu'avec 60 pains, vous n'en aurez pas assez, mais vous avez tout ce qu'il faut pour en faire. D'ailleurs, rien ne vaut le pain frais. Ici, c'est du poisson, la nourriture du cerveau. Pas vrai, prof? C'est vrai, maman? Ah, si monsieur Aloran le dit, c'est que c'est vrai, mon lapin, dit-elle en souriant. Danny fit la grimace. J'aime pas le poisson. Tu as tort, dit Aloran. C'est que tu n'en as jamais rencontré qui t'aimait, toi. Ce poisson-ci va t'aimer, j'en suis sûr. Il y a 5 livres de truite, 5 kilos de turbo et 15 boîtes de thon. J'aime bien le thon. Et 5 livres de la sole la plus succulente qui ait jamais frétillé dans la mer. Mon vieux, quand tu t'en iras au printemps, tu remercieras ton ami. Il fit claquer ses doigts comme s'il avait oublié quelque chose. Comment je m'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Monsieur Aloran, dit Danny avec un grand sourire. Dick, pour les amis. Ah oui, c'est ça. Et puisque tu es ami, tu peux m'appeler Dick. Tout en suivant Aloran au fond de la cuisine, Jack et Wendy échangèrent un regard perplexe, essayant de se rappeler si Aloran leur avait dit son prénom. Et voici quelque chose que j'ai spécialement prévu pour vous, dit Aloran. J'espère que ça vous plaira. Oh, vous n'auriez pas dû, protesta Wendy, émue. C'était une dinde de 10 kilos, entourée d'un large ruban écarlate noué sur la poitrine. Il vous faut une dinde pour le Thanksgiving, affirma-t-il avec le plus grand sérieux. Et pour la Noël, je vous ai pris un chapon qui se trouve là-bas quelque part. Vous finirez bien par le dénicher. Sortons d'ici avant d'attraper la crève. D'accord, prof? Oh oui, d'accord. C'est incroyable, s'exclama Wendy en sortant. L'abondance et la fraîcheur de ses provisions l'avaient abasourdie. Elle était habituée à les nourrir avec 30 $ par semaine. Alors Anne se tourna vers Jack. Ullman vous a parlé des rats? Jack sourit. Il m'a dit qu'il y en avait peut-être au grenier. Watson, lui, semble croire qu'il y en a à la cave. Pourtant, s'il y avait des rats, il se serait servi des tonnes de papier qui s'y entassent pour faire leur nid. Or, tout paraît être intact. Ce Watson, dit alors Anne, secouant la tête d'un air de consternation feinte. Avec son langage de charretier, c'est un vrai numéro. Vous avez déjà rencontré quelqu'un d'aussi mal embouché? Pas souvent, reconnut Jack. En fait, l'homme le plus mal embouché qu'il eût jamais connu, c'était son père. C'est triste, dit alors Anne, les conduisant vers la grande porte à double battant qui donnait accès au restaurant. Cette famille avait de l'argent autrefois. C'était le grand-père ou l'arrière-grand-père, je me souviens plus, qui a fait construire l'hôtel. C'est ce qu'on m'a dit Jack. Et qu'est-ce qui est arrivé demanda Wendy. Eh bien, ils ont fait de mauvaises affaires, dit alors Anne. Watson vous racontera toute l'histoire, mais plutôt 2 fois qu'une, si vous le laissez faire. Dès qu'il s'agissait de son hôtel, le vieux ne voulait plus entendre raison. Sa femme y est morte de la grippe, le laissant seul avec son petit-fils. Ils ont fini comme gardiens de l'hôtel que le vieux a fait construire. Oui, c'est triste, dit Wendy. Ils traversèrent le restaurant avec son panorama fabuleux de cimes saupoudrées de neige. À présent, il était vide et silencieux. Les nappes de toile blanche étaient protégées par des housses en plastique transparent. La moquette, roulée et rangée debout dans un coin de la pièce, semblait monter la garde. En face, au-dessus de la porte à double battant, un panneau rustique annonçait en lettres vieilles or « Colorado Bar ». Suivant des yeux le regard de Jack, alors Anne lui dit « Si vous aimez boire, vous serez obligé de renouveler le stock. Nous avons tout liquidé hier soir à la fête des employés. Aujourd'hui, tout le monde a la gueule de bois, des femmes de chambre aux chasseurs, y compris votre serviteur. » Je ne bois pas, dit Jack sèchement. Ils regagnèrent le hall. Wendy, jetant un coup d'œil au parking, remarqua qu'il n'y restait plus qu'une douzaine de voitures. Tout à coup, l'envie de partir lui serra le cœur. Si seulement il pouvait remonter dans la Volkswagen et se mettre en route pour Boulder ou n'importe où. Jack regarda autour de lui, cherchant Ullman. Il ne le trouva pas. Alors Anne se tourna vers les Torrance. « Je dois me dépêcher si je ne veux pas rater mon avion. Je vous souhaite une bonne chance. Je suis sûr que tout se passera très bien. »« Merci, répondit Jack. Vous avez été extrêmement aimable. »« Oh, soyez sans crainte pour votre cuisine. J'en prendrai bien soin, lui promit Wendy de nouveau. »« Amusez-vous bien en Floride. »« Oh, c'est ce que j'ai toujours fait, dit alors Anne. Se penchant vers Danny, il posa ses mains sur ses genoux. « C'est ta dernière chance, mon vieux. Tu ne veux vraiment pas venir avec moi en Floride ?»« Je ne crois pas, dit Danny en souriant. »« Bon.
Tu veux bien me donner un coup de main avec ces valises jusqu'à la voiture? Si maman le permet? Oh, vas-y, dit Wendy. Mais il faut boutonner ta veste. Elle se pencha pour le faire, mais Halloran l'avait devancée, ses gros doigts marrons s'agitant avec dextérité et précision. Je vous le renverrai tout de suite, dit Halloran. Entendu, dit Wendy, les accompagnant jusqu'à la porte. Jack cherchait toujours Ullman, le dernier des clients réglait sa note. Chapitre 11. Le don. Les bagages s'entassaient juste devant la porte, 3 énormes valises cabossées en faux coco noir et une gigantesque housse à fermeture éclair en toile écossaise passée. « Je pense que tu arriveras à porter ça, lui dit Halloran. Il saisit 2 des grosses valises en coco à la main et coinça la 3e sous l'autre bras. « Bien sûr, dit Danny, empoignant la housse à 2 mains. Il descendit l'escalier derrière le cuisinier, faisant attention à ne pas trahir son effort par le moindre soupir. Halloran posa ses bagages à côté du coffre d'une Plymouth Fury beige. « Elle ne vaut pas tripette, avoua-t-il à Danny. Ce n'est qu'une voiture de location, mais là-bas je retrouverai ma Bessie. Ça, c'est de la voiture. Une Cadillac 1950. Si elle roule, c'est une pure merveille. Mais je la laisse en Floride parce qu'elle est trop vieille pour faire toutes ces montagnes. Tu as besoin d'un coup de main? Non, merci, monsieur Halloran, répondit Danny. Il s'efforça de faire les 10 derniers pas sans geindre et posa enfin la housse à terre avec un immense soupir de soulagement. Bravo, petit, approuva Halloran. Il tira un grand porte-clés de la poche de sa veste en serge bleu et ouvrit la malle. Tout en rangeant les valises, il dit « Toi, mon petit, tu as le don. Un pouvoir exceptionnel. Je n'en ai jamais vu de pareil dans ma vie et j'ai bientôt 60 ans. »« Hein ?» fit Danny. « Je te dis que tu as le don. Une sorte de 6e sens, dit Halloran, se tournant vers Danny. Ma grand-mère l'avait, elle aussi. C'est elle qui me l'a transmis. Elle disait que nous avions le don. Quand j'étais gosse, pas plus grand que toi, je passais des heures à bavarder avec elle dans sa cuisine, sans que nous ouvrions la bouche, ni elle ni moi. C'est vrai? Halloran ne put s'empêcher de sourire en voyant l'expression de stupéfaction et de curiosité qui se peignait sur le visage de Danny. Viens t'asseoir quelques minutes à côté de moi. Je voudrais te parler, dit Halloran, claquant la porte du coffre. Dans la voiture, Halloran poursuivit. Tu croyais être unique au monde? Ça devait être lourd à porter. Danny s'était souvent senti seul, en effet. Parfois même, ce pouvoir lui avait fait peur. Il acquiesça d'un signe de tête et demanda « Je suis le premier que tu aies rencontré ?» Halloran rit et secoua la tête. « Non, mon petit, pas du tout. Mais tu es de loin le plus doué. »« Alors, on est nombreux ?»« Non, fit Halloran, mais j'en ai rencontré de temps à autre. Le plus souvent, leur pouvoir passe inaperçu. Ils n'en sont même pas conscients eux-mêmes. Ils trouvent tout naturel d'arriver avec des fleurs juste le jour où leur femme a le cafard, parce qu'elle est indisposée, ou de réussir à des examens qu'ils n'ont même pas préparés, ou de sentir, dès qu'ils pénètrent dans une pièce, si les gens qui s'y trouvent sont de bonne humeur. J'en ai rencontré 50 ou 60 comme ça, mais il ne doit pas y en avoir plus d'une douzaine, y compris ma grand-mère, qui savait qu'ils avaient le don. « Mince alors, dit Danny, soudain songeur. Halloran l'observait attentivement. « De quoi es-tu capable, prof ?»« Comment ?»« Montre-moi de quoi tu es capable. Envoie-moi une pensée. Je veux savoir si tu as autant de jus que je crois. »« À quoi veux-tu que je pense ?»« À n'importe quoi, pourvu que tu y penses de toutes tes forces. »« D'accord, dit Danny. Il réfléchit un instant, puis mobilisa tous ses pouvoirs de concentration. N'ayant jamais rien tenté de semblable, il ne savait pas très bien doser son effort. Au moment de projeter sa pensée, il jugea plus prudent de modérer son élan. Il ne voulait pas faire de mal à M. Halloran. N'empêche que la pensée jaillit de son esprit avec une force formidable, comme une balle de baseball lancée par le grand Nolan Ryan. J'espère que je ne lui ai pas fait mal. La pensée, c'était « Salut, Dick !» Halloran sursauta, puis s'affala brusquement sur son siège. Il claqua des dents, se mordant la lèvre inférieure qui se mit à saigner. Il porta involontairement ses mains à sa gorge, puis les laissa tomber, inertes. Ses paupières se mirent à battre convulsivement. Danny commençait à avoir très peur. « Monsieur Halloran, Dick, ça ne va pas ?»« Je ne sais pas, dit Halloran, riant faiblement. Je ne sais vraiment pas. Mon Dieu, mon petit, tu m'as foudroyé. »« Je suis désolé, dit Danny, de plus en plus effrayé. Voulez-vous que j'aille chercher mon papa? Je vais y aller. Non, 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 je vais me remettre. Ça va, Danny. Reste là où tu es. Je suis un peu déboussolé, c'est tout. Pourtant, je ne t'ai pas envoyé la pensée aussi fort que je le pouvais, confessa Danny. Au dernier moment, j'ai eu peur. Oh bah, heureusement pour moi. Sinon, ma pauvre cervelle serait en train de me sortir par les oreilles. Voyant l'horreur peinte sur le visage de Danny, il sourit. Mais il n'y a pas de mal. Et toi, quelle impression ça t'a fait? C'était comme si j'étais Nolan Ryan, en train de lancer une balle appuyée, répondit promptement Danny.
Ah, tu t'intéresses au baseball? Alors Anne se massait doucement les tempes. Papa et moi, nous sommes des supporters des Angels. Dans l'Ouest, c'est notre équipe favorite. Parmi les équipes de l'Est, nous préférons les Red Sox. Nous avons assisté à la rencontre entre les Red Sox et Cincinnati en finale de la Coupe du Monde. J'étais beaucoup plus petit à cette époque-là, et papa était... Son visage se rembrunit et il se troubla. Était quoi, Dan? Je ne me souviens plus, dit Danny. Il était sur le point de se mettre à sucer son pouce, mais c'était une manie de bébé. Il remit sa main sur ses genoux. Est-ce que tu sais lire dans l'esprit de tes parents, Danny? Alors Anne l'observait de près. J'arrive à le faire, mais je n'essaie pas très souvent. Pourquoi? Il hésitait, ne sachant que répondre. Ce serait comme si je les épiais dans leur chambre lorsqu'ils essayent de faire un bébé. Tu sais comment on fait un bébé? J'en ai quelques notions, dit alors Anne avec gravité. Ils n'aimeraient pas ça. Ils n'aimeraient pas que j'épie leurs pensées non plus. Ce serait sale. Je vois. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce qu'ils ressentent, dit Danny. Tout comme je sais ce que tu ressens en ce moment, je sais que je t'ai fait mal, et je te demande pardon. Oh, j'ai mal à la tête, c'est tout. Il m'est arrivé d'être plus mal en point avec une gueule de bois. Est-ce que tu sais faire autre chose, Danny? Est-ce que tu sais seulement lire les pensées et les sentiments, ou est-ce que ça va plus loin? Prudent, Danny s'enquit. Pour toi, est-ce que ça va plus loin? Quelquefois, répondit alors Anne. Pas souvent, mais ça m'arrive. Je fais parfois des rêves. Et toi, Danny, est-ce que tu rêves? De temps en temps, répondit Danny, je rêve tout éveillé. C'est alors que Tony vient. Il eut envie de nouveau de se mettre le pouce à la bouche. Il n'avait jamais parlé à personne de Tony, sauf à ses parents. Mais il réussit à force de volonté à garder sa main sur ses genoux. Qui est Tony? Soudain, Danny eut une de ces intuitions fulgurantes qui l'effrayaient plus que tout le reste. Le temps d'un éclair, il avait entrevu une vague menace qu'il se sentit encore trop petit pour comprendre. « Mais qu'est-ce qu'il y a » s'écria-t-il. « Tu me poses toutes ces questions parce que tu as peur de quelque chose, j'en suis sûr. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tant pour moi? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tant pour nous ?» Alors Anne posa ses larges mains noires sur les épaules de l'enfant. « Calme-toi, dit-il. J'ai sans doute tort de m'inquiéter. D'ailleurs, s'il vous arrivait quelque chose, eh bien, toi, Danny, tu as un grand pouvoir. Seulement, il te faudra encore bien des années avant de savoir dominer ce don. Et en attendant, tu auras besoin de beaucoup de courage. Le pire, c'est que je n'arrive pas à comprendre ce que je vois, ce que je ressens. Je lis des pensées des autres, mais sans comprendre ce qu'elles veulent dire. » Danny baissa les yeux d'un air désespéré. « Si seulement je savais lire. Tony me montre parfois des panneaux, mais je n'arrive jamais à les lire. »« Mais qui est Tony ?» demanda alors Anne pour la deuxième fois. « Maman et papa l'appellent mon camarade invisible, » dit Danny, articulant les mots avec application. « En fait, il n'est pas invisible, du moins pas pour moi. Quelquefois, quand je fais de gros efforts pour comprendre quelque chose, il vient me le dire. Danny, je veux te montrer quelque chose. Avant qu'il ne vienne, je m'évanouis et il fait tout noir. Et après, je fais des rêves. » Il aspira profondément, puis fixant toujours alors Anne, poursuivit. « Autrefois, c'était des beaux rêves. Mais depuis quelque temps, comment appelle-t-on les rêves qui font peur, qui font pleurer? »« Des cauchemars » demanda alors Anne. « Oui, c'est ça, des cauchemars. »« Et ça se passe ici, à l'Overlook ?» Danny jeta un coup d'œil furtif vers son pouce. « Oui, chuchota-t-il. » Puis, regardant alors Anne droit dans les yeux, il s'écria d'une voix perçante. « Mais je ne dois pas en parler à papa, et toi non plus. Il a besoin de ce poste, c'est le seul que l'oncle Hal ait pu lui trouver. Il faut qu'il termine sa pièce de théâtre, sinon il pourrait se remettre à faire le vilain. Je sais ce que c'est faire le vilain, c'est se saouler. Autrefois, papa se saoulait tout le temps, et c'est très vilain. » Il s'arrêta au bord des larmes. « Allons, allons, dit alors Anne. » Il attira Danny vers lui et le serra contre la serge-rêche de sa veste qui sentait vaguement la naphtaline. « Calme-toi, petit, et si ce pouce veut se faire sucer, tu n'as qu'à le laisser faire. » Mais alors Anne avait l'air inquiet. « J'ai lu un tas de livres sur ce don, j'ai bien pioché le sujet. Dans la Bible, cela s'appelle le pouvoir des prophètes. Aujourd'hui, on parle de voyance. Appelle-le comme tu veux, ça revient au même. Il s'agit toujours de prévoir l'avenir. Tu sais ce que ça veut dire ?» Danny, blotti contre la veste de Halloran, fit un signe d'assentiment de la tête. « Il m'est arrivé il y a longtemps une drôle d'histoire. C'était en 1955 en Allemagne de l'Ouest, où je faisais mon service militaire. Nous préparions le dîner à la cuisine. Je me trouvais devant l'évier et j'engueulais un des cuistots. En épluchant ses patates, il enlevait la moitié de la pomme de terre avec la peau. « Donne, lui disais-je, que je te montre comment faire. » Au moment où il me tendait la pomme de terre et l'épluchoir, j'ai eu une sorte d'éblouissement.
La cuisine tout entière a disparu, tout d'un coup, vlan, comme ça. Tu dis qu'avant de faire tes rêves, tu vois ce Tony ?» Danny acquiesça d'un signe de tête. Alors Anne passa son bras autour de l'épaule de Danny. « C'est une odeur d'orange qui m'annonce les miens. Or, cet après-midi-là, j'avais bien remarqué une odeur d'orange, mais je n'y avais guère prêté attention. Il y avait des oranges au menu du soir, et nous en avions 30 caisses dans la réserve. Toute la cuisine empestait l'orange, et n'importe qui aurait senti leur odeur. D'abord, ce fut le noir, comme si je m'étais évanoui. Puis j'ai entendu une explosion et vu jaillir des flammes. Une sirène donna l'alerte, et les gens se mirent à hurler. Remarquant un sifflement de vapeur, je me dirigeai dans sa direction et découvris un train qui avait déraillé. J'ai pu déchiffrer sur le flanc d'un des wagons renversés le nom de la compagnie, Georgia and South Carolina Railroad. J'ai compris instantanément qu'un des passagers était mon frère, Karl, et qu'il était mort. C'était clair comme de l'eau de roche. Puis la vision s'est brouillée, et je me suis retrouvé devant cet imbécile de cuistot qui me tendait toujours sa patate en me demandant l'air affolé si je ne me sentais pas bien. Je lui ai répondu que mon frère venait de mourir dans un accident de train en Géorgie. Quand j'ai réussi à joindre ma mère au téléphone, elle m'a confirmé la nouvelle. Mais vois-tu, petit, elle ne m'a rien appris que je ne savais déjà. Il secoua lentement la tête, de l'air de quelqu'un qui chasse un mauvais souvenir, puis regarda de nouveau Danny, qui écarquillait les yeux d'étonnement. Mais il faut se rappeler, mon petit, que les pressentiments ne sont pas toujours confirmés par les faits. Tiens, par exemple, celui que j'ai eu il y a 4 ans dans un aéroport. J'avais obtenu un poste de cuisinier dans une colonie de vacances à Long Lake, dans le Maine. J'étais assis à côté d'une des portes d'embarquement de l'aéroport Logan, à Boston, et j'attendais de monter dans l'avion. Tout à coup, j'ai senti une odeur d'orange, pour la première fois depuis 5 ans peut-être. Je me suis demandé quelle mauvaise blague se manigançait encore, et je suis descendu aux toilettes pour être seul. Je ne me suis pas évanoui, mais j'ai été envahi par le pressentiment que mon avion allait s'écraser. Après un moment, ce sentiment s'est atténué, l'odeur d'orange aussi, et j'ai pu reprendre mes esprits. Je me suis précipité au bureau de la Delta Airlines pour changer mon billet, et je ne suis parti que 3 heures plus tard sur un autre vol. Et tu sais ce qui est arrivé ? Non, chuchota Danny. Rien, s'exclama Loran en éclatant de rire. Il remarqua avec un certain soulagement que Danny aussi souriait un peu. Rien du tout. L'avion qui devait s'écraser a atterri à l'heure, sans une égratignure. Alors, tu vois, quelquefois ces pressentiments ne veulent rien dire. Personne ne prévoit tout, sauf peut-être le bon Dieu là-haut dans son paradis. Oui, monsieur Halloran, dit Danny, se souvenant d'un incident qui s'était passé un an auparavant à Stovington. Tony lui avait montré un bébé couché dans un berceau. Très ému, Danny avait attendu patiemment, sachant qu'il fallait du temps avant que le bébé ne soit prêt. Mais aucun bébé n'était venu. Maintenant, je veux que tu m'écoutes, dit Halloran, prenant les mains de Danny dans les siennes. J'ai fait de mauvais rêves ici. J'ai eu parfois de sales pressentiments. Je n'ai fait que 2 saisons, et pourtant j'ai dû avoir au moins une douzaine de cauchemars. Plusieurs fois j'ai eu des visions, mais je ne te dirai pas ce que j'ai vu. C'est pas pour les enfants, c'est trop dégoûtant. La première fois, ça s'est passé dans la buissée, là où poussent ces maudits buissons taillés en forme d'animaux. La deuxième fois, c'est arrivé à cause d'une des femmes de chambre, une certaine Dolores Vickery. Elle devait avoir le don, elle aussi, mais sans s'en rendre compte. Monsieur Ullman l'a renvoyée. Tu sais ce que ça veut dire, prof ? Oui, monsieur Halloran, dit Danny avec candeur. Mon papa était professeur et il s'est fait renvoyer. C'est pour ça, je crois, que nous sommes ici. Eh bien, Ullman l'a renvoyée parce qu'elle prétendait avoir vu quelque chose dans une des chambres, la 217. Il s'y est passé quelque chose de moche. Je veux que tu me promettes de ne jamais y mettre les pieds. Pas une seule fois de tout l'hiver. Tu fais comme si elle n'existait pas. D'accord, dit Danny. Avec le don que tu possèdes, tu dois pouvoir voir dans le passé aussi bien que dans l'avenir. Mais il ne faut pas avoir peur de tes visions. Elles ne peuvent pas te faire de mal, pas plus que les images dans un livre. Dis-moi, Danny, j'espère que tu n'as pas peur en regardant les images dans un livre. Si, quelquefois, répondit-il, pensant à l'image dans le livre de Barbe Bleue, où sa femme ouvre la porte et découvre les têtes coupées des épouses précédentes. Mais tu savais que ce n'était qu'une image dans un livre, n'est-ce pas ? Et qu'elle ne pouvait pas te faire de mal. Oui, avoua Danny, incertain. Eh bien, ici, dans cet hôtel, c'est pareil. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais on dirait que le mal hante cet endroit. On en relève encore des traces, pareil à des rognures d'ongles ou des croûtes de morve que quelques dégoûtants auraient essuyées sous le siège d'une chaise. Je sais qu'il se passe de vilaines choses dans tous les hôtels du monde, et Dieu sait que j'en ai vu dans ma vie. Pourtant, il n'y a qu'ici que j'ai eu cette impression-là. Mais tu ne dois pas te tourmenter, Danny. Ne te laisse pas impressionner par tes visions. Elles ne peuvent pas te faire de mal. À chaque syllabe qu'il prononçait, il secouait légèrement les épaules de l'enfant.
Alors, si tu vois quelque chose de bizarre dans un corridor ou dans une chambre, ou dehors dans la buissée, tu n'as qu'à détourner les yeux. Et quand tu regarderas de nouveau, la vision aura disparu. Tu comprends? Oui, fit Danny. Il se sentit beaucoup mieux, rassuré. Il se mit sur les genoux, serra Halloran dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Halloran le serra lui aussi. Je n'ai pas l'impression que tes parents aient le don, dit Halloran, desserrant son étreinte. Non, je ne crois pas, répondit Danny. Je les ai un peu tâtés, comme j'ai fait avec toi, dit Halloran. Ta maman a sursauté un tout petit peu. Je crois que toutes les mamans ont une sorte de sixième sens, tant que leurs enfants ne peuvent pas encore se débrouiller tout seuls. Quant à ton père, Halloran hésita. Il avait sondé Jack et ne savait qu'en penser. Ses essais avaient donné des résultats étranges, comme si Jack Torrance cachait quelque chose, comme s'il gardait ses pensées si profondément enfouies dans son esprit qu'il était impossible de les atteindre. Je ne crois pas qu'il ait le don, dit-il enfin. Mais ne t'en fais pas pour eux, tu auras de quoi t'occuper rien qu'avec toi-même. Je crois qu'il n'y a rien à craindre ici. Alors ne te bile pas, d'accord? D'accord. Danny? Hé, prof! Danny se retourna. C'est maman, elle m'appelle, il faut que je rentre. Je sais, dit Halloran. J'espère que tu finiras par te plaire ici. Enfin, autant que possible. Oui, j'essaierai. Merci, monsieur Halloran. Je me sens beaucoup mieux. La petite phrase amicale lui revint à l'esprit. Dick, pour les amis. D'accord, Dick. Leurs yeux se rencontrèrent et Halloran lui fit un clin d'œil. Danny rampa jusqu'à la portière droite et fut sur le point de l'ouvrir quand Halloran l'arrêta. Danny. Oui? Si tu as des ennuis, appelle-moi. Si tu pousses un grand cri comme celui de tout à l'heure, il se peut que je l'entende jusqu'en Floride. Et si je t'entends, je viendrai au grand galop. Ok, dit Danny, et il sourit. Sois prudent, mon petit. Oui, je le serai. Danny claqua la portière et courut à travers le parking jusqu'au porche où Wendy l'attendait, les bras frileusement serrés dans les mains. Les regardant, alors Anne sentit son sourire s'effacer peu à peu. Je crois qu'il n'y a rien à craindre ici. Je crois. Mais s'il se trompait, ce qu'il avait vu dans la salle de bain de la chambre 217 avait été si horrible qu'il avait décidé de ne pas revenir l'an prochain. Ça avait été pire que la pire des images dans le plus terrifiant des livres, et vu d'ici, l'enfant qui courait vers sa mère paraissait si petit. Je crois. Promenant son regard autour de l'hôtel une dernière fois, il remarqua de nouveau les animaux en buis taillé. Brusquement, il mit le moteur en marche, enclencha la vitesse et démarra, essayant de ne pas se retourner. Mais il ne put résister à la tentation de jeter un dernier coup d'œil vers le porche. Il était déjà désert, ils étaient rentrés à l'intérieur. C'était comme si l'Overlook les avait engloutis. Chapitre 12. Le grand tour. De quoi parliez-vous, chérie lui demanda Wendy, tandis qu'il rentrait à l'intérieur. Oh, pas grand-chose. C'était bien long pour ce pas grand-chose. Danny eut un haussement d'épaule, exactement semblable à celui de Jack. Tel père, tel fils. Elle savait que c'était inutile d'insister. Danny ne lui dirait plus rien. Elle éprouvait beaucoup de peine à se sentir délibérément exclue, mais en même temps elle aimait son fils et en était d'autant plus consciente qu'il lui échappait. Avec eux, elle se sentait parfois une intruse, une figurante égarée sur la scène au beau milieu d'un grand dialogue. Heureusement que cet hiver, ils allaient vivre trop les uns sur les autres pour que ces deux hommes puissent continuer à la tenir à l'écart. Tout d'un coup, elle comprit qu'elle était tout simplement jalouse de la complicité entre eux, et elle en eut honte. La jalousie était un sentiment qui lui faisait horreur, un sentiment digne de sa mère. Le hall était presque désert. Ullmann et le réceptionniste faisaient tous les deux leur compte à la caisse enregistreuse. 2 ou 3 femmes de ménage, vêtues de pulls et de pantalons chauds, attendaient à la porte d'entrée au milieu d'une mer de bagages, et Watson, l'homme à tout faire, était adossé contre un mur. Il surprit Wendy en train de le regarder et lui lança un clin d'œil polisson. Elle détourna précipitamment la tête. Ses comptes terminés, Ullmann referma le tiroir de la caisse d'un geste péremptoire. Il inscrivit ses initiales sur le bordereau et le glissa dans un porte-document à fermeture éclair. Wendy remarqua l'expression de soulagement qui se peignit sur le visage du réceptionniste et compatit en silence. Ullmann devait être le genre de patron à boucher les trous de la comptabilité en retenant la somme manquante sur le salaire de l'employé. Et il devait savoir tondre sa victime sans lui arracher le moindre cri. Avec ses airs d'homme affairé et important, il ne veillait guère sa sympathie. Comme tous les patrons qu'elle avait connus, hommes ou femmes, il devait être tout sucre tout miel avec les clients, et en coulisses un véritable tyran avec le personnel. « Monsieur Torrance !» appela Ullmann sur un ton sec. « Voulez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Jack se dirigea vers lui, faisant signe à Wendy et Danny de le suivre.
Le réceptionniste, qui avait disparu dans les bureaux du fond, réapparut, vêtu de son pardessus. « Je vous souhaite de passer un bon hiver, monsieur Ullmann, dit-il. « Ça m'étonnerait, dit Ullmann d'un air absent. « Le 12 mai, Braddock, pas un jour de plus ni de moins. »« Oui, monsieur. » Braddock fit le tour du bureau, de l'air grave et digne qui convenait à quelqu'un de sa situation. Mais dès qu'il eut tourné le dos à Ullmann, un grand sourire d'écolier espiègle gagna son visage. Il échangea quelques mots avec les deux filles qui attendaient qu'on vienne les chercher, puis s'éloigna, suivi de rires étouffés. « L'Overlook est un hôtel magnifique, dit Ullmann en s'animant. C'est un plaisir pour moi de vous le montrer. Ça ne m'étonne pas, pensa Wendy. Montons d'abord au 3e, nous ferons notre tour de haut en bas, dit Ullmann. Il avait l'air réellement enthousiaste. Si vous avez autre chose à faire, dit Jack. Non, pas du tout, répondit Ullmann. J'ai fermé boutique, c'est fini. Au moins pour cette année. Je vais passer la nuit à Boulder, au Bouldérado naturellement. C'est le seul hôtel convenable à l'est de Denver. Exception faite de l'Overlook lui-même, évidemment. Par ici. L'ascenseur, une pièce de musée décorée de rinceaux en cuivre, s'affaissa nettement quand ils pénétrèrent à l'intérieur. Danny, qui n'était pas très rassuré, s'agita un peu. Ullmann lui lança un sourire indulgent que Danny essaya de lui rendre, sans y parvenir. « Ne crains rien, mon enfant, dit Ullmann. On peut le prendre en toute confiance. »« C'est ce qu'on a dit du Titanic, dit Jack, admirant le globe en cristal taillé qui ornait le plafond. Wendy se mordit les lèvres pour ne pas sourire. Ullmann, qui ne semblait pas goûter la plaisanterie, rabattit bruyamment la porte coulissante de la cabine. « Le Titanic n'a fait qu'un voyage, monsieur Torrance. Cet ascenseur, lui, en a fait des milliers depuis sa mise en service en 1926. »« Bah voilà qui nous rassure, dit Jack, ébouriffant les cheveux de Danny. « L'avion ne va pas s'écraser, prof. » Ullmann abaissa la manette de commande. Aussitôt le plancher se mit à frémir et le moteur à geindre, effaçant toute autre sensation. Soudain Wendy les voyait tous les quatre coincés entre deux étages, pris comme des mouches dans une bouteille. On ne les retrouverait qu'au printemps, ou plutôt ceux qui resteraient d'eux, car il leur manquerait de ci de là des petits morceaux, comme pour les donneurs. « Arrête !» Secoué de vibrations violentes, l'ascenseur finit par démarrer dans un bruit d'enfer. Le vacarme se calma peu à peu et la montée se fit plus régulière. Au 3e, Ullmann réussit à l'arrêter, malgré quelques secousses de protestation. Il fit glisser la portière coulissante et poussa celle du palier. La cabine s'était arrêtée à 10 cm au-dessous du sol. Sidéré, Danny regardait fixement cette dénivellation qui lui semblait porter atteinte à l'ordre naturel des choses. Se raclant la gorge, Ullmann fit monter encore un peu l'ascenseur qui s'arrêta, dans une dernière secousse, à 5 cm du 3e étage. Dès qu'ils furent sortis, la cabine allégée bondit, retrouvant du coup le niveau du palier. Horrifiée, Wendy se promit d'emprunter désormais l'escalier. Les boniments d'Ullmann n'y changeraient rien, et en aucun cas elle ne permettrait qu'ils montent tous les trois ensemble dans cette machine infernale. « Tu inspectes la moquette, prof » demanda Jack d'un air moqueur. « Il y a des taches ?»« Bien sûr que non, dit Ullmann, touché au vif. Toutes les moquettes ont été shampouinées il y a 2 jours. Wendy aussi jeta un coup d'œil à la moquette du couloir. C'était joli, mais certainement pas ce qu'elle aurait choisi pour leur maison. Si toutefois il leur arrivait un jour d'en avoir une. Moelleuse d'un bleu profond, elle s'ornait d'une jungle de lianes, de guirlandes et d'oiseaux exotiques, on aurait su dire lesquels, puisque seule leur silhouette noire était indiquée. « Est-ce que la moquette te plaît » demanda Wendy à Danny. « Oui, maman, » répondit-il d'une voix éteinte. Ullmann, flatté, approuva d'un signe de tête. « Presque toute la décoration du 3e est due à M. Derwent. Voici la chambre 300, c'est la suite présidentielle. » Il tourna la clé dans la serrure de la double porte en acajou, qu'il ouvrit toute grande. Le salon offrait une vue panoramique vers l'ouest qui leur coupa le souffle. Ullmann, qui avait sans doute prévu leur réaction, eut un sourire de satisfaction. « Quelle vue admirable, n'est-ce pas ?»« Sans aucun doute, dit Jack. La grande baie occupait presque toute la longueur de la pièce. Au loin, le soleil, en équilibre entre 2 cimes en dents de scie, versait sa lumière dorée sur les pics vertigineux dont les sommets enneigés paraissaient saupoudrés de sucre glace. Les nuages qui s'amoncelaient derrière le cirque de montagne se teignaient d'or, et un rayon de soleil solitaire, se détachant sur l'ombre profonde qui baignait les sapins de la vallée, achevait de faire de ce paysage une vue de carte postale. Absorbés par le spectacle, Jack et Wendy n'avaient pas remarqué que Danny regardait ailleurs. Il avait les yeux rivés sur le mur tapissé de soie à rayures blanches et rouges à côté de la porte de la chambre. Lui aussi retenait son souffle, mais ce n'était pas sous l'effet de la beauté. De grandes éclaboussures de sang séché, tachetées de minuscules caillots d'une substance grisâtre, maculaient la tapisserie. Danny en avait la nausée.
Les taches suggéraient la représentation d'un visage humain convulsé par la terreur et la douleur, bouche béante, la tête à moitié pulvérisée. C'était l'œuvre d'un fou, dessiné dans du sang. Alors si tu vois quelque chose de bizarre, détourne la tête, et quand tu regarderas de nouveau, ta vision aura disparu. Tu saisis ? Détournant la tête, Danny se força à regarder par la fenêtre. Décidé à ne pas trahir son émotion, il garda une expression neutre, et quand la main de sa mère se referma sur la sienne, il la saisit, mais ne la serra pas, de peur d'éveiller ses soupçons. Ullmann recommanda à Jack de bien fermer les volets de la grande baie afin d'éviter qu'une bourrasque violente ne la fît voler en éclats, et Jack hocha la tête en signe d'assentiment. Avec précaution, Danny ramena son regard vers le pan de mur. La grande tache séchée, parsemée de petits cailloux grisâtres, avait disparu. Ullmann les fit sortir. En partant, maman lui avait demandé s'il trouvait les montagnes jolies, et il avait répondu par l'affirmative. Mais en vérité, elles ne lui faisaient ni chaud ni froid. Juste avant qu'Ullmann ne fermât la porte derrière eux, Danny jeta un dernier regard par-dessus son épaule. La tache de sang avait réapparu. Toute fraîche, elle dégoulinait sous les yeux d'Ullmann, qui, sans s'y prêter attention, poursuivait imperturbablement son discours, énumérant les hommes célèbres qui avaient séjourné dans ces lieux. Tandis qu'il s'éloignait dans le corridor, Danny s'aperçut qu'il s'était mordu la lèvre si fort qu'elle saignait. Il se laissa un peu devancer par les autres, et s'essuyant le sang du revers de sa main, il se mit à réfléchir au sang. Était-ce du sang que M. Halloran avait vu, ou quelque chose d'encore pire ? Je ne pense pas que tes visions puissent te faire de mal. Un cri lui monta aux lèvres, mais il le retint. Ses parents ne voyaient pas ces visions, pas plus aujourd'hui qu'hier. Il fallait se taire. Papa et maman s'aimaient, c'était l'essentiel. Le reste, ce n'était que des images dans un livre. Elles pouvaient faire peur, mais elles ne pouvaient pas faire mal. Elles ne peuvent pas te faire de mal. M. Ullmann les fit passer par un labyrinthe de couloirs et leur montra au passage quelques autres chambres. Dans ses commentaires, il était sans cesse question de la crème, des huiles, du gratin. Mais Danny eut beau chercher, il ne voyait rien à manger. M. Ullmann leur montra les chambres qu'avait louées une dame qui s'appelait Marilyn Monroe, et un monsieur du nom d'Arthur Miller. D'après ce que Danny avait pu comprendre, leur séjour à l'Overlook s'était soldé par un divorce. « C'est dans cette chambre-ci que Truman Capote a passé quelques jours, » dit M. Ullmann, poussant une porte. « C'était déjà de mon temps, un homme charmant, d'une politesse exquise à l'européenne. » Il n'y avait rien de remarquable dans ces chambres, sinon l'absence d'huile, de crème ou de gratin, malgré les fréquentes allusions de M. Ullmann. Rien qui lui fit peur. Il avait pourtant remarqué, pendant ce tour du 3e étage, un objet qui l'inquiétait, sans qu'il sût pourquoi. C'était un extincteur accroché au mur d'un petit couloir qui débouchait sur le grand couloir de l'ascenseur. Ce dernier, dont les portes étaient restées ouvertes, évoquait la gueule d'un géant, pleine de dents en or, prête à les happer. L'extincteur, qui était d'un vieux modèle, ne ressemblait pas aux extincteurs que Danny avait déjà vus. Celui de la maternelle, par exemple, mais ce n'était sûrement pas pour ça qu'il le trouvait inquiétant. Lové comme un serpent endormi, avec sa lance étincelante qui se détachait sur le papier bleu ciel du mur, cet objet le mettait mal à l'aise. Il ne se sentit vraiment rassuré qu'une fois dans le couloir principal, d'où il ne pouvait plus le voir. « Évidemment, il vaudrait mieux fermer tous les volets, » dit M. Ullmann en remontant dans l'ascenseur. La cabine s'affaissa de nouveau sous son poids. Mais surtout ceux de la grande baie de la suite présidentielle. Elle nous avait coûté, il y a 30 ans, 420 $. Il nous en faudrait 8 fois plus maintenant pour la remplacer. « Je fermerai les volets, » dit Jack. Ils sortirent au 2e, où ils découvrirent un labyrinthe de couloirs encore plus inextricable. Le soleil avait commencé à descendre derrière les montagnes, et la lumière qui venait des fenêtres avait faibli sensiblement. M. Ullmann ne leur montra qu'une ou deux chambres, sans ralentir le pas. Il passa devant la chambre 217, celle contre laquelle Dick Halloran avait mis Danny en garde. La petite plaque numérotée sur la porte, apparemment inoffensive, semblait pourtant exercer sur Danny une certaine fascination. Ils descendirent au 1er étage, qu'ils traversèrent, sans que M. Ullmann leur fît visiter aucune chambre. À 2 pas de l'escalier qu'ils allaient prendre pour descendre au hall, il leur annonça « Voici votre appartement. J'espère que vous le trouverez à votre convenance. » Au premier coup d'œil à l'intérieur, Wendy se sentit soulagée. La froide élégance de la suite présidentielle lui en avait imposé. Visiter un monument historique, voir le lit dans lequel un Lincoln, un Roosevelt avait passé la nuit, ne lui était pas désagréable. Mais coucher dans un tel lit ne lui disait rien du tout. L'idée de faire l'amour, se débattant sous des kilos de draps en toile de lin, là où les plus grands hommes, les plus puissants en tout cas, rectifia-t-elle, avaient dormi, la mettait mal à l'aise. Leur appartement à eux était simple et chaleureux, presque intime.
Elle y passerait l'hiver sans déplaisir. C'est très agréable, dit-elle à Ullmann d'une voix vibrante de gratitude. Ullmann hocha la tête. C'est simple, mais convenable. Pendant la saison, c'est ici qu'habitent le cuisinier et sa femme, ou son apprenti, selon les cas. Monsieur Halloran a habité ici demanda Danny. Parfaitement, mon petit bonhomme. Lui et monsieur Nevers. Il se tourna de nouveau vers Jack et Wendy. Voici le living. Il y avait plusieurs fauteuils confortables, sinon luxueux, une table basse, qui avait dû coûter cher, mais qui était sérieusement éraflée d'un côté, deux bibliothèques et un poste de télé banal, comme on en trouve dans tous les motels. Rien à voir avec les élégants postes encastrés qu'ils avaient vus dans les chambres. Pas de cuisine, évidemment, dit Ullmann, mais celle de l'hôtel est située directement en dessous, et il y a un remonte-plat qui communique avec elle. Faisant glisser un panneau coulissant dans le mur, il découvrit un grand plateau suspendu. Quand il le poussa, le plateau disparut, entraînant sa corde avec lui. « C'est un passage secret !» s'écria Danny. L'idée excitante d'un conduit caché dans le mur lui fit oublier un instant ses frayeurs. « C'est comme dans Abbott et Costello contre les monstres. » Ullmann traversa le salon et ouvrit la porte de la chambre. Elle était claire et spacieuse. En voyant les lits jumeaux, Wendy regarda son mari d'un air entendu, sourit et haussa les épaules. « Ça ne fait pas de problème, dit Jack, nous les rapprocherons. »« Je vous demande pardon, dit Ullmann perplexe. »« Les lits, dit Jack, nous les rapprocherons. »« Oh, parfait, s'exclama Ullmann, toujours déconcerté. Puis un flux de sang monta le long de son cou et lui empourpra tout le visage. « Comme il vous plaira. » Il les fit retraverser le salon et les conduisit à la porte d'une autre chambre, plus petite, pourvue de lits couchettes superposés. Dans l'angle, un radiateur faisait déjà du raffut. Le tapis, orné d'un affreux décor de sauge et de cactus, avait séduit Danny au premier coup d'œil. Des lambris en pin massif couvraient les murs. « Tu pourras te faire à cette chambre, prof ?» demanda Jack. « Bien sûr. Je vais dormir dans le lit du haut, d'accord ?»« Si tu veux. »« Ce tapis est drôlement chouette aussi, monsieur Ullmann. Vous auriez dû mettre ce genre de tapis partout. » Ullmann fit la grimace de quelqu'un qui vient d'enfoncer les dents dans un citron. « Voilà, je crois que vous avez tout vu, sauf la salle de bain qui communique avec la chambre de maître. L'appartement n'est pas très grand, mais vous pourrez disposer de tout l'hôtel pour vous étendre. La cheminée du hall tire très bien, c'est du moins ce que Watson m'a affirmé. Vous êtes libre de prendre vos repas à la salle à manger, si vous le souhaitez. » Le ton de sa voix disait assez quelle faveur insigne il leur accordait là. « C'est entendu, dit Jack. »« Vous êtes prêt à partir ?» demanda Ullmann. « Tout à fait, répondit Wendy. » Ils reprirent l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Dans le hall désert, il ne restait que Watson, qui, un cure-dent entre les lèvres, s'appuyait contre la porte d'entrée. « Tiens, vous êtes encore là. Je vous croyais déjà à des kilomètres d'ici, » dit M. Ullmann sur un ton glacé. « Je voulais rappeler à M. Torrance de bien surveiller la chaudière, » dit Watson en se redressant. « Gardez l'œil sur elle, mon gars, et elle marchera très bien. Faites baisser la pression 1 ou 2 fois par jour. Elle grimpe. »« Elle grimpe, » pensa Danny. Les mots se répercutèrent dans son esprit comme dans un long corridor silencieux, tapissé de miroirs qui ne renvoyaient aucun reflet. « J'y veillerai, » dit Jack. « Alors vous n'aurez pas d'histoire, » dit Watson, tendant sa main à Jack qui la serra. Puis il se tourna vers Wendy et inclina la tête. « Madame, dit-il. »« Très heureuse, » dit Wendy, craignant à tort que cette formule raccourcie ne parût ridicule. Ayant à peine quitté sa Nouvelle-Angleterre natale, elle ignorait encore tout de l'Ouest, mais cette brève rencontre avec Watson lui avait appris l'essentiel, pensait-elle. Avec son auréole vaporeuse de cheveux fous, il avait su exprimer, à travers ces quelques courtes phrases, ce qu'étaient les gens de l'Ouest, et le clin d'œil lubrique de tout à l'heure n'y changeait rien. « Jeune homme, » dit Watson solennellement, tendant la main à Danny. Bien que celui-ci pratiquât le serment depuis 1 an déjà, il n'offrit la sienne à Watson qu'avec une certaine appréhension. Elle fut instantanément engloutie. « Prends bien soin de tes parents, Dan. »« Oui, monsieur Watson. » Watson lâcha la main de Danny et se redressa. Il fixa Ullmann. « À la prochaine, lui dit-il en lui tendant la main. Ullmann la prit mollement. « Le 12 mai, Watson, dit-il. Pas un jour de plus, ni de moins. »« Oui, monsieur, dit Watson, ajoutant en son fort intérieur l'expression de ses sentiments distingués. Va te faire foutre, espèce d'enculé. Je vous souhaite de passer un bon hiver, monsieur Ullmann. »« Oh, ça m'étonnerait, répondit Ullmann d'un air absent. Watson, dont un aïeul avait été propriétaire de l'hôtel, se faufila humblement par la porte. Elle se referma derrière lui, faisant barrage contre le vent. Ensemble, ils le regardèrent dévaler bruyamment les larges marches de l'escalier dans ses grandes bottes de cow-boy éraflées. Se dirigeant vers sa camionnette internationale Harvester, il traversa le parking, soulevant avec ses talons des tourbillons de feuilles de tremble, jaunes et craquantes.
Il s'installa derrière le volant et mit le moteur en marche. Un jet de fumée bleue sortit du pot d'échappement rouillé. Ullmann et les Torrance regardèrent sa marche arrière et son départ en silence, comme si on leur avait jeté un sort. La camionnette disparut derrière la crête de la colline, puis, rapetissée, réapparut plus loin, sur la grande route roulant vers l'ouest. Danny se sentit soudain plus seul qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Chapitre 13. Sur le porche. Sur le long porche de l'hôtel, les Torrance avaient l'air de poser pour un portrait de famille. Au milieu, Danny, dans sa veste de demi-saison de l'an dernier, qui le serrait maintenant et qui était persillée au coude. Derrière lui, Wendy, une main sur son épaule, et à sa gauche, Jack, une main posée sur la tête de son fils. M. Ullmann, emmitouflé dans un luxueux par-dessus de mohair marron, se tenait sur la première marche. Le soleil avait disparu derrière les montagnes, qu'il ourlait de flammes dorées, et les ombres, devenues violettes, s'étaient allongées. Il ne restait plus dans le parking que 3 véhicules, la camionnette de l'hôtel, la Lincoln d'Ullmann et la Volkswagen cabossée des Torrance. « Vous avez vos clés, dit Ullmann à Jack. Et vous avez bien compris pour la chaudière ?» Jack hocha la tête. En cet instant, il ne pouvait pas s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour Ullmann. La saison était terminée, et en attendant le 12 mai, pas un jour de plus ni de moins, tout était prêt pour l'hiver. Mais Ullmann ne se contentait pas d'assumer la responsabilité de l'hôtel. Il lui vouait visiblement une véritable passion et n'arrivait pas à décrocher. « Je pense que j'ai la situation bien en main, dit Jack. « Parfait, je resterai en contact avec vous. » Mais il s'attardait encore, comme s'il attendait que quelques rafales de vent ne l'expédiât vers sa voiture. Il soupira. « Très bien. Je vous souhaite de passer un excellent hiver, monsieur et madame Torrance, et toi aussi, Danny. »« Merci, monsieur, dit Danny. Vous aussi ?»« Ça m'étonnerait, répéta Ullmann d'un air triste. Si je peux me permettre de parler crûment, l'hôtel en Floride n'est qu'un bastringue de bas étage. Ce travail sert à m'occuper pendant la morte saison, c'est tout. Ma véritable vocation, c'est l'Overlook. Prenez-en bien soin pour moi, monsieur Torrance. Je pense qu'il sera encore ici pour votre retour au printemps, dit Jack. Une pensée traversa l'esprit de Danny comme un éclair. Et nous, serons-nous encore ici? Bien sûr qu'il sera encore là, dit Ullmann. Il jeta un dernier coup d'œil vers le parc où les buis taillés grinçaient dans le vent. Il hocha de nouveau la tête d'un air décidé. « Il me faut y aller. Au revoir !» Sans se départir de son allure guindée, il se hâta vers sa voiture, ridiculeusement grosse pour un homme aussi petit, et s'installa au volant. Le moteur de la Lincoln se mit à ronronner et les feux arrière s'allumèrent tandis qu'elle quittait le parking. Ils la suivirent des yeux pendant qu'elle s'éloignait vers l'est. Quand il eut disparu, ils échangèrent un regard angoissé sans rien dire. Ils étaient seuls désormais. Des tourbillons de feuilles de tremble s'envolaient à travers la pelouse qui leur parut tout à coup trop nette, trop soignée. Il n'y avait plus qu'eux pour contempler les ébats silencieux des feuilles mortes sur l'herbe. Jack eut l'étrange sensation d'avoir rapetissé, comme si la flamme de sa vie n'eût plus été qu'une étincelle, et que l'hôtel eût pris des proportions gigantesques, faisant peser sur eux une menace indéfinissable. Wendy rompit enfin le silence. « Tu devrais te voir, prof. Ton nez coule comme une fontaine. Rentrons. » C'est ce qu'ils firent, refermant la porte derrière eux contre le gémissement incessant du vent.